Dans notre monde moderne et au sein de la science contemporaine, nous luttons avec le concept de l'existence réelle de ces phénomènes psychiques. Et donc, je savais, d'après les traditions ésotériques, qu'il était supposé que ces phénomènes existent. Alors, je suis remonté aussi loin que possible, jusqu'au premier récit écrit que j'ai pu trouver, où ces pouvoirs étaient non seulement décrits, mais également les méthodes pour les développer. Je tiens à accueillir dans l'émission le Dr. Dean Reed. Comment se passe votre journée, Dr. Dean? Tout se passe bien, merci. Merci beaucoup d'être venu à l'émission. Je suis vraiment très impatient de discuter avec vous. Votre travail que vous avez effectué, disons pas uniquement pendant les, mettons, 15 à 20 dernières années, Des années à ce stade, presque 40. presque 40 ans, c'est le temps total. Vous vous y consacrez depuis assez longtemps. Vous n'êtes donc clairement pas un débutant en la matière. J'adore votre nouveau livre, Real Magic, surtout parce que vous l'abordez d'une perspective scientifique. Mais avant de plonger dans ce monde, ce qui vous a incité à choisir cette direction, ce type de ésotérique, scientifique, spirituel, ce genre de chemin? Parce que cela est intéressant. Effectivement, il suffit de jeter un œil à la proportion de l'industrie du divertissement qui est saturée d'histoires impliquant des phénomènes psychiques, du mysticisme, des super-héros et bien d'autres thèmes similaires. Cela démontre clairement que ce sujet est captivant un large public. Ainsi centrets ne me distinguen pas vraiment de la moyenne. Toutefois, la distinction réside dans le fait que, en tant que scientifique, j'ai été formé à l'emploi des méthodes scientifiques pour explorer tout ce qui peut l'être. Et il se trouve que les phénomènes psychiques entrent dans cette catégorie. Par conséquent, j'ai pu façonner une carrière où l'étude de ces phénomènes constitue mon activité principale. Pouvez-vous discuter un peu plus sur la magie, sur le concept de magie d'un point de vue scientifique, ce qui représente souvent une sorte de dichotomie, parce que quand on évoque la magie, on imagine des choses qui ne peuvent pas être réelles. C'est souvent de cette manière que le public perçoit la magie, mais il y a quelque chose de fascinant à observer comment vous l'approchez d'un point de vue scientifique. J'aimerais donc que vous en parliez plus en détail. Si vous allez suffisamment loin en remontant dans l'histoire, rien n'était compréhensible autrefois. Tout était perçu comme relevant de la magie, du surnaturel et ainsi de suite. Ainsi, la science excelle à clarifier les mystères, y compris, je pense maintenant, certains éléments de magie. Et la raison pour laquelle je dis cela, c'est parce que lorsque vous regardez ce qu'est la pratique magique, elle se divise en trois catégories. La première est la divination, la deuxième est la force de volonté, et la troisième s'appelle la théurgie. Donc la divination, traduite en termes scientifiques, ou du moins en d'autres termes, c'est tout au sujet de la perception à travers l'espace et le temps. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, existe-t-il des méthodes scientifiques qui ont été utilisées pour étudier la perception à travers l'espace et le temps? Oui, dans le jargon moderne, on parle de vision à distance. C'est exactement de cela qu'il s'agit. Et bien sûr, la vision à distance est un euphémisme pour la clairvoyance qui existe depuis très longtemps. Des études ont donc été menées. Ces études suggèrent fortement que ces phénomènes sont réels et non de l'ancienne magie, mais elles sont toujours réelles. Donc, force de volonté, vous pouvez envisager cela sous un angle magique. Nous visualisons la magie rituelle où de nombreuses personnes sont parées de costumes élaborés, s'adonnent à la danse et à d'autres pratiques. L'objectif de ces rites est de canaliser votre intention afin de transformer certains éléments du monde. C'est tout l'objet des grimoires, des livres de sorts, c'est de cela qu'il s'agit. Je veux que cela se produise. Donc, c'est une expression de l'intention de changer le monde. Dans le domaine scientifique, nous étudions la relation existante entre l'esprit et la matière. Dans le cadre de nos recherches, nous étudions les effets psychokinétiques. Est-ce que l'esprit peut influencer directement certains aspects du monde physique? Alors, jusqu'ici, il y a déjà 70 ou 80 ans, euh, on pensait que c'était littéralement impossible. En fait, tout ce qui était magique semblait impossible parce que ça ne correspondait pas à nos modèles physiques de la réalité. Mais avec le développement de la mécanique quantique en particulier et aussi de la relativité générale et nos notions de ce que nous considérions comme des absolus, comme l'espace, le temps, l'énergie et la matière, il s'avère qu'il s'agit en réalité de relations. Notre compréhension du monde physique est aujourd'hui bien plus flexible. Et plus important encore, la relation entre l'esprit et la matière.
Au sein de la physique moderne, il est désormais acceptable d'aborder ce sujet. Il existe des revues dédiées à cela dans le courant principal. De plus en plus de personnes commencent à s'intéresser à des philosophies alternatives qui décrivent la nature de la réalité, permettant une interaction directe entre l'esprit et la matière. Et puis la troisième catégorie est appelée thergie, un terme grec qui signifie grosso modo œuvre divine. Et cela fait référence aux esprits. L'autre aspect de la pratique de la magie rituelle est d'évoquer des esprits ou de communiquer avec eux, ou encore de les amener d'une manière ou d'une autre à agir en votre nom. Si vous avez chance, si vous manquez de chance, vous avez un problème. Alors, dans le monde moderne, ce que nous voyons, ce que nous pouvons tester, c'est tout l'éventail des preuves de la survie après la mort physique. Ce que nous pouvons amener en laboratoire est plutôt limité. Parmi ces anecdotes, nous pouvons étudier des phénomènes tels que les expériences de mort imminente en laboratoire, mais celles auxquelles j'ai participé concernent le médiumnisme, donc des voyants spécialisés dans la communication avec les esprits. Donc toutes ces choses, les pratiques de magie pourraient être reformulées en des termes qui sont compatibles avec ce que la science moderne nous permet de faire aujourd'hui. Et c'est ce que je fais. Vous avez mentionné la vision à distance. Je veux dire, il y a eu tant d'œuvres littéraires et évidemment plusieurs films sur les programmes gouvernementaux relatifs à la vision à distance. Il a été démontré que c'est une réalité tangible. De quoi parle-t-on exactement? Eh bien, le gouvernement a été convaincu de sa véracité et même si je ne suis pas certain qu'ils adhèrent toujours à cette idée, ils ont néanmoins mis en place un département spécial dédié exclusivement à l'étude de la vision à distance. Cela a bel et bien été fait. Et je vous prie de me corriger si je fais erreur, mais il me semble que cela a été initié soit pendant la Seconde Guerre mondiale, soit au cours de la guerre froide, ou peut-être même avant ces périodes. Je n'en suis pas tout à fait sûr. Mais est-ce que tout cela est bien réel? Oui, c'est vrai. Le programme auquel vous faites probablement référence, qui est le plus connu, avait pour nom de code Stargate. Donc, il s'agissait d'un programme secret. Sa durée s'étendait de 1972 jusqu'en 1995 et il était, à cette époque du moins, inconnu du grand public. En 1995, il a été déclassifié et quelques années plus tard, une grande partie des documents a été rendue publique suite à une demande de liberté d'information adressée à la CIA. Il y a maintenant 4 tomes, 4 gros, épais tomes, ce qui représente une accumulation de presque toutes les recherches et une bonne partie significative des coulisses, collaborer avec le gouvernement, comme des notes de service, les personnes impliquées et tout ce genre de choses. Certains éléments ne sont toujours pas publics car ils concernent l'identification des personnes et des méthodes. Donc, ceux-là resteront probablement toujours classifiés, mais la grande majorité est désormais dans le domaine public. Une chose que j'ai trouvée intéressante en parcourant votre travail, c'est que de nombreux pères fondateurs de la science s'intéressaient réellement à l'ésotérisme, idées ainsi que de nombreux concepts dont vous faites mention. Oui, et de plus en plus aujourd'hui, mais encore une fois, en utilisant un langage différent. Ainsi, les universitaires, à l'exception de ceux qui se spécialisent dans l'histoire des origines de la science et de la religion, etc., étudient l'ésotérisme, mais la plupart des scientifiques évitent ce terme parce qu'il sonne étrange. Les scientifiques ne sont pas censés étudier des choses étranges. Alors, nous reformulons cela en termes qui sont plus confortables dans le monde académique, qui concernent principalement la métaphysique. Et je ne parle pas de métaphysique dans le sens populaire, mais dans le sens philosophique. C'est un terme fréquemment utilisé en philosophie qui se réfère à la nature ultime de la réalité. Ainsi, nous employons des termes sophistiqués tels que ontologie et épistémologie parmi tous ces concepts complexes. Et ce que la philosophie excelle à examiner et à quoi de nombreux scientifiques ne prêtent pas suffisamment d'attention, ce sont les postulats sous-jacents, ceux que nous utilisons implicitement lorsque nous étudions un sujet donné. Ainsi, en science, le postulat de base est souvent appelé la doctrine du matérialisme et ce postulat fondamental est que tout l'ensemble de la réalité, y compris notre propre conscience et tout ce qui existe, est en fin de compte constitué de matière et d'énergie, comme si rien d'autre n'existait depuis cette perspective. Nous vivons dans un univers nihiliste, une philosophie autre, terme, ce qui signifie que dans le monde physique, nous ne percevons pas des éléments tels que le sens ou le but. Nous raisonnons davantage comme en physique. Nous mesurons des choses
Et il ne semble y avoir aucun sens dans une pierre ou dans un électron, ni dans quoi que ce soit de ce genre. Alors, le nihilisme, l'idée est qu'il n'existe ni sens ni finalité dans l'univers physique, y compris en vous-même. Vous pouvez croire que vous avez un sens et un but, mais en fin de compte, vous mourrez. C'est la fin de la partie. Eh bien, cela repose sur un ensemble de suppositions. Et ces suppositions se sont avérées extrêmement efficaces en termes de ce que la science a pu apprendre sur la nature de la réalité. Ce que de plus en plus de scientifiques et universitaires commencent à considérer, cependant, c'est qu'il y a quelque chose de très particulier à propos de notre sens de la conscience, notre sentiment intérieur de vivre une expérience. Eh bien, il s'agit de la nature de la conscience, de son origine et des différentes capacités qu'elle peut englober. Tout cela, quand vous examinez cela en détail et que vous voyez de plus en plus de tendances s'orienter dans cette direction. Le monde universitaire commence progressivement à reconnaître qu'il existe un élément distinctif en ce qui concerne la conscience. Lorsque l'on se tourne vers les philosophes pour leur demander leur perspective, il s'avère qu'il existe une riche histoire sur cette question qui remonte à Platon et même avant lui, où la notion de l'ésotérique a toujours joué un rôle significatif. Les traditions le disent, la conscience est venue en premier. Alors, le monde physique, c'est ce qu'on appelle l'idéalisme. C'est une position philosophique sur la présupposition. Alors, qu'est-ce qui est apparu en premier? Notre conscience est-elle venue en premier ou la matière est-elle venue en premier? L'idéalisme soutient que la conscience vient en premier. Ainsi, en se basant sur cet ensemble de présuppositions, on découvre que les phénomènes, qu'ils soient psychiques, mystiques ou magiques, deviennent très accessibles à la compréhension. Ces postulats constituaient le socle des traditions magiques parmi d'autres. De plus, il s'avère que la quasi-totalité des fondateurs de la mécanique quantique, ces éminents physiciens, adhéraient à l'idéalisme. Leurs travaux en témoignent. Ils ont presque unanimement proclamé que la conscience est élémentaire, qu'elle est l'essence précédant toute manifestation. Et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi cela se produit, car quand on réfléchit à ce que l'on sait, la seule chose que l'on sait et la seule chose que l'on saura jamais, c'est ce qui passe par notre conscience. Par définition, si vous n'êtes pas conscient de quelque chose, cela n'est pas en vous, mais cela influence également nos inférences sur la nature même de la réalité. Lorsque je procède à la mesure de quelque chose, comment puis-je déterminer ce que c'est réellement? Il est nécessaire que je prenne conscience de cette mesure. Alors, la question se pose. La mesure était-elle indépendante de mon existence ou est-elle intrinsèquement liée à moi? Ai-je créé cela? Ce sont le genre de questions qui se trouvent actuellement à la pointe de la science et il n'est pas nécessaire de chercher bien loin sur Google pour trouver des expériences qui testent si une réalité est littéralement créée par notre conscience ou si elle est modulée d'une certaine manière par la conscience. Donc, ce qui était autrefois considéré comme très, très étrange est depuis environ 30 ans progressivement en train de devenir un sujet respectable même au sein du monde académique qui est généralement très conservateur concernant ce genre de questions. Ainsi, la science commence à rejoindre et à étudier les sujets dont les philosophes et les textes anciens débattent depuis 4 millénaires. En une phrase, la réponse est oui. En un seul mot, oui. Alors, d'après ce que je comprends de la physique quantique et de la mécanique quantique, et encore une fois, ma compréhension élémentaire, c'est que si on descend aussi loin que possible avec un microscope, on ne voit rien. En fait, c'est d'énergie essentiellement que nous sommes tous faits d'énergie. Il n'y a pas de matière solide. Est-ce une interprétation correcte? Affirmation? Oui. Donc, si c'est le cas, alors quelle est la force qui façonne les choses autour de nous? Alors, pourquoi une pierre si ce n'est que de l'énergie? Qu'est-ce qui a donné sa forme à la pierre? Qu'est-ce qui a créé l'étagère derrière toi? Qu'est-ce qui a fabriqué la chemise que tu portes? Qu'est-ce qui t'a créé? Où sont tes lunettes? Quelle est donc cette force qui a réussi à rassembler toute cette énergie? C'est une question facile, je sais, mais à votre avis, que pensez-vous de cela? Eh bien, la vérité, c'est que nous ne savons pas. Il existe une multitude de recherches fascinantes qui se concentrent sur les systèmes auto-organisés, relevant intégralement du domaine de la complexité. Les systèmes et la théorie du chaos, ainsi que d'autres théories qui affirment que si vous avez un grand amas d'énergie, il finira par se condenser en matière et s'auto-organiser, et il s'organise en structures de plus en plus grandes. Des choses émergent de cela. En fait, c'est vrai dans toute la science. On suppose qu'on a une forme pyramidale qui est notre description approximative de la réalité. Donc, si vous commencez par la physique standard, à la base de cette pyramide,
se trouvent l'énergie et la matière. Mais des choses émergent de cela. Comme les choses sont composées d'électrons, et ils se rassemblent et forment des molécules et forment des structures de plus en plus grandes. Finalement, cela se métamorphose en ce que nous nommons la chimie, et ensuite, cela évolue vers la biologie, qui à son tour se transforme en physiologie, puis en psychologie, et ainsi de suite. Voilà comment nous pouvons envisager la manière dont les choses sont construites. De ce dont nous discutons, d'un point de vue ésotérique, c'est précisément la même structure, cette structure hiérarchique, à ceci près qu'à la base de celle-ci se trouve la conscience. Elle n'émerge pas par magie au sein du cerveau, mais elle préexistait dès l'origine. Ainsi, en adoptant cette perspective où la conscience constitue le fondement, d'une façon ou d'une autre, le monde physique se manifeste à partir de celle-ci. La conscience, dans cette acception, est une sorte de substance singulière, je place ce terme entre guillemets, quelque chose de fondamental, un élément qui est intrinsèquement lié à la trame même de la réalité. Et c'est de là que tout émane. Par conséquent, la chose la plus proche que nous possédions aujourd'hui d'un substrat physique pourrait être assimilée à quelque chose comme l'énergie du point zéro. Si la conscience est ce qui est la conscience, ce qui nous anime en quelque sorte, nous sommes clairement un véhicule, une voiture. Disons, quelqu'un conduit cette voiture. C'est la conscience, c'est la conscience. Y a-t-il quelque chose derrière le conducteur? Parce que si quelqu'un pose cette question dans votre esprit, qui est-ce qui la pose si ce n'est pas vous-même? Je reconnais que nous commençons à aborder des sujets assez profonds, mais j'aimerais vraiment entendre votre avis sur cette question. Oui. Existe-t-il un homoncule, un tout petit bonhomme qui habite dans votre tête? Comme dans Men in Black? Oui, comme dans Men in Black. Cela vous fait-il bouger le corps, n'est-ce pas? Nous n'avons toujours pas trouvé le petit homme. Nous avons cherché. Il semble bien que, comme presque tous les organismes vivants, notre objectif fondamental est de survivre, juste du point de vue de l'évolution. Nous sommes conçus dans ce but, cherchant à vivre le plus longtemps possible et tout ce qui s'ensuit. Alors, qui est aux commandes? C'est très certainement nous-mêmes. C'est l'ensemble de notre système nerveux, notre cerveau et notre environnement qui modulent ce que nous pensons vouloir faire. Tout y contribue activement dans la manière dont les gens se comportent. Il ne s'agit donc pas uniquement d'un organisme en tant que tel. C'est plutôt la relation qui s'établit entre cet organisme et le reste du monde qui façonne la manière dont je perçois mes envies et mes actions. Associé à des choses comme, eh bien, physiologiquement, j'ai besoin de nourriture. Eh bien, c'est un moteur. Alors, dans le cadre du processus de persistance, dans un état homéostatique aussi stable que possible pendant 80 ans ou aussi longtemps que possible. Une grande partie de mon comportement sera dictée par les besoins physiologiques, une autre par mon héritage génétique et beaucoup par ce que la société considère comme comportement approprié. Maintenant, avec cet exemple donné que nous sommes un être, disons, mais tout ce qui est en nous, nous ne sommes pas juste une matière. Il y a des millions, voire des milliards d'organismes et de choses et de systèmes qui travaillent ensemble pour maintenir ce système en mouvement, pour maintenir cet être en mouvement. Il en va de même pour la planète, il en va de même pour les écosystèmes, tout cela. Et je trouve cela tellement intéressant que l'une des principales raisons pour lesquelles nous, en tant qu'espèce, avons pu survivre et atteindre le sommet de la chaîne alimentaire est à cause de notre capacité à coopérer et à travailler les uns avec les autres. Car sans coopération, il y avait tant d'autres animaux qui étaient bien plus forts, bien plus rapides, qui voyaient mieux que nous, qui entendaient mieux que nous, qui sentaient mieux que nous. Mais notre capacité à coopérer les uns avec les autres, c'est ce qui a permis de le faire. Et pourtant, dans le monde d'aujourd'hui, nous semblons être si fragmentés. Et nous avons cette mentalité du show, ou cette sorte de mentalité du moi, où le monde n'est pas connecté. Les gens pensent que nous sommes séparés, mais juste d'un point de vue scientifique, nous sommes tous interconnectés, nous sommes tous interdépendants. C'est une affirmation juste, bien sûr. Non, il n'y a aucun doute là-dessus. Vous avez la possibilité de partir vivre seul dans la forêt. Il existe des personnes qui désirent réellement cela. Mais ce n'est généralement pas ainsi que nous fonctionnons en tant qu'êtres sociaux. Je veux dire, nous sommes issus d'une longue évolution de tribus. Et donc, l'un des points dont tu parles, c'est que le tribalisme refait surface. Le tribalisme est utile pour l'individu car il favorise sa survie.
Mais si tu as trop de tribus et qu'elles ont des idées différentes sur le fonctionnement des choses, cela déchire le tissu de la société et cela limite ce que tout individu peut accomplir. Alors, pourquoi cela se produit-il? Je veux dire, qu'est-ce qui est nouveau maintenant que nous n'avions pas vu par le passé? Et je pense que la vraie réponse, c'est que rien n'est nouveau. Nous avons toujours été tribaux. Nous nous rassemblons lorsque nous en avons besoin, comme lorsque quelqu'un attaque notre pays, et soudain tout le monde est d'un seul esprit sur ce que nous allons faire. Mais je pense que c'est l'exception plutôt que la règle. L'autre chose qui se passe, c'est que le climat change, et parce que nous savons que nous sommes interconnectés avec le climat, de nombreuses études antérieures ont montré que même pour des choses comme il y a plus de violence en été qu'en hiver, parce qu'à mesure que la température augmente, nous devenons agités. Ainsi, le changement climatique agite toute la population et les personnes qui sont sur le fil du rasoir et qui n'ont pas un très bon contrôle de leurs impulsions. Ils se laissent aller à la violence. Ainsi, les accidents de voiture augmentent considérablement et les meurtres explosent. Toutes sortes de choses liées à la violence qui, heureusement, n'affectent pas la majorité des gens. Mais il suffit d'un petit pourcentage de la population qui est sur le fil du rasoir et qui peut être poussé à bout. Donc, vous avez des changements de température, des changements climatiques, les pandémies, évidemment. Quel est le suivant? Finalement, et nous commençons déjà à le constater, des migrations ont lieu. Les gens s'éloignent des endroits qu'ils ont soit parce que leur propre pays s'effondre ou parce que le climat est en train de changer. Chaque fois que cela se produit, nous parlons de centaines de millions d'individus qui sont forcés de migrer vers d'autres lieux. Les populations dans les régions d'accueil n'apprécient souvent pas cet afflux et cela engendre encore plus de tensions et de conflits. Nous devons donc nous préparer à une période très agitée pour la prochaine décennie, ou à peu près. Oui, cela est vraiment intéressant. Même au sein de notre pays, il y a une grande migration en cours depuis toutes les grandes villes. Les gens se dispersent. Et je viens de déménager de Los Angeles à Austin et tellement de personnes déménagent vers Austin, Nashville, la Caroline du Nord, la Floride. Ils commencent juste à se répandre. Et je n'ai jamais rien vu de tel parce que la majeure partie de ma vie, c'était comme il faut aller dans la grande ville, c'est là que tout se passe. Mais maintenant, avec la technologie et aussi simplement, les gens se disent, tu sais quoi, je ne suis pas sûr de vouloir endurer 2 heures de circulation quotidienne et je ne souhaite vraiment pas dépenser 5 000 $ pour un minuscule placard à New York. Et la pandémie, à mon avis, a quelque peu secoué les choses, incitant les gens à réévaluer leur situation, leur perception de la vie. Ouais, un grand bouleversement. Un autre exemple, cependant, illustre notre interdépendance dans la société et concernant notre santé. Tout est lié, tout est interconnecté. On ne peut pas avoir un grand changement dans un domaine sans que cela entraîne des changements partout ailleurs. Et cela va continuer également. Donc, si nous avons de la chance, le COVID deviendra quelque chose comme la grippe et que nous pourrions avoir des vaccins ou quelque chose du genre. Mais en réalité, ça ne va pas disparaître. Ça va empirer. Ouais, je ne le pense pas non plus. Et je pense que je suis d'accord avec toi, on va probablement devoir vivre avec ça pour toujours. Ça ne disparaîtra jamais complètement. Ce n'est pas quelque chose qui sera éradiqué parce que c'est un peu comme la grippe. La grippe ne disparaît pas, elle revient chaque année. Le rhume ne disparaît pas non plus. Mais c'est aussi fascinant parce que si un pays se dit, bon, nous sommes vaccinés, donc pas besoin de s'inquiéter pour les autres, mais si un autre pays subit une flambée épidémique, l'arrivée même d'une ou deux personnes peut poser problème, comme on l'a vu avec Omicron. Il y avait une hausse des cas. C'était de la folie. Et maintenant, nous sommes confrontés à une autre variante et tout cela se déroule d'un point de vue scientifique. J'aimerais simplement entendre votre avis sur les raisons qui vous font penser cela. Il est évident qu'un changement est en train de se produire. De toute ma vie, je n'ai jamais rien vu de tel. Le monde entier ressent cette situation, ce qui est assez exceptionnel. Je ne pense pas qu'un événement comme cette pandémie ait déjà eu un tel impact global de cette manière. On peut simplement sentir que le monde entier est touché. Ce n'est pas limité à un pays spécifique ou à un groupe de pays, ni à l'Europe, ni à l'Afrique. Chacun, partout, ressent cet impact profondément. En même temps, il semble qu'un grand changement soit en train de se produire. Il se déroule actuellement un événement particulier. Quelle est votre perception de ce qui se passe et comment pensez-vous que cela pourrait nous influencer ou nous affecter à l'avenir? Eh bien, une manière de voir, c'est que l'évolution du premier microbe sur la Terre jusqu'à aujourd'hui, projeter cela sur une autre grande période de temps.
Nous évoluons d'un organisme isolé vers la noosphère, un terme utilisé par Taylor de Chardin et d'autres pour désigner une planète dotée de conscience. Non, nous sommes la même chose pour l'instant et dans une forme où nous avons des corps individuels et nous savons que nous sommes interconnectés, mais nous n'y prêtons pas beaucoup attention, sauf lorsque la chaîne d'approvisionnement est perturbée et là, tout le monde s'en inquiète. Vous voulez du papier toilette? À long terme, je pense qu'il est raisonnable de soutenir que nous sommes en train d'évoluer progressivement vers une société mondiale pour les raisons que vous avez mentionnées. C'est les médias et les connexions instantanées et tout ça. Chaque fois que vous avez un système d'une complexité extrême qui incorpore un nombre croissant de systèmes de rétroaction et d'interconnexion, évolue progressivement pour devenir un organisme à part entière. C'est assez incroyable, n'est-ce pas? Tout comme dans la série de films Terminator. Skynet qui prend vie, comme s'il venait à prendre conscience. Conscient de soi, ouais. Eh bien, de nos jours, Internet continue de se développer dans cette direction. Ajoutez à cela les nouvelles formes d'intelligence artificielle qui sont conçues, ainsi que l'interconnectivité à un niveau informatique, le tout combiné avec la participation active des humains dans ce processus, on peut le justifier. Et c'est bien sûr ce que les gens appellent la singularité. Cela a un rapport avec la singularité dans le sens où le moment précis où un système sophistiqué et non humain parvient à acquérir la conscience. La partie est finie pour nous, sauf si, d'une façon ou d'une autre, nous sommes essentiels à sa survie, quelle que soit cette dernière. Mais nous devenons une créature planétaire, nous devenons Gaïa. Ce qui est intéressant, c'est que peut-être sommes-nous déjà Gaïa, peut-être que Gaïa rêve à cet instant, pas totalement éveillé. Car si vous y réfléchissez, allez dans votre cerveau et observez une cellule. Eh bien, la cellule se croit une entité séparée. Elle est physiquement distincte, mais elle possède un grand nombre de connexions avec d'autres neurones. Si vous interrogez ce neurone individuel, pourquoi fais-tu ce que tu entreprends? Eh bien, il peut vous donner des raisons, tout comme je vous ai donné des raisons auparavant. Il n'a aucune idée qu'il fait partie de 100 milliards d'autres neurones et d'un billion de connexions interneuronales qui créent cet organisme nouveau que j'appelle moi. Eh bien, je pense que la même chose s'appliquerait également dans ce cas que il est possible que notre planète puisse un jour s'éveiller à la conscience en tant qu'entité autonome. Et il se pourrait bien que nous, les humains, ne nous en rendions pas compte. Je suis convaincu que certaines personnes seraient sensibles à cette transformation, ressentant l'existence d'une force supérieure à nous-mêmes. C'est comme si la Terre elle-même commençait à prendre vie. Cette idée a été le point de départ de mon premier ouvrage, intitulé Un univers conscient, que j'ai rédigé il y a déjà plus de 2 décennies. Dans ce livre, je développe l'idée que la conscience pourrait naître au niveau des micro-organismes et s'étendre progressivement à l'ensemble de l'univers, en raison des multiples connexions existant entre les planètes, les systèmes solaires, les composants de la galaxie et au-delà. Ainsi, il est envisageable que l'univers tout entier, à un certain moment de son existence, soit déjà devenu ou soit en train de devenir une entité consciente. Des questions extrêmement simples, docteur. Nous parlons de sujets réellement faciles, des échanges tout à fait légers. Pour revenir un peu sur l'aspect magique de votre livre, la vraie magie, ainsi que sur certains de vos travaux antérieurs, je pense que le thème était surnaturel. L'autre ouvrage que vous avez rédigé traitait du supernormal. Veuillez m'excuser, merci. Vous y parlez des super-pouvoirs yogiques. Vous avez mené des études approfondies sur les super-pouvoirs des yogis de l'Orient. J'ai approfondi l'étude de nombreux textes anciens indiens, dont ceux de Yogananda et de plusieurs autres, des textes sacrés, et ils évoquent ces pouvoirs yogiques extraordinaires, tels que la lévitation, le fait d'être présent simultanément en 2 lieux différents, la capacité de traverser des objets solides et toutes ces facultés qui paraissent relever du domaine des super-héros. Mais pouvez-vous parler de votre exploration de ces pouvoirs yogiques et de ce que vous avez découvert? Eh bien, Supernormal est un ouvrage qui se penche sur les traditions ésotériques de l'Orient. Mon livre le plus récent, Real Magic, examine ces mêmes sujets, mais à travers une perspective occidentale. Lorsqu'on explore suffisamment le passé, la distinction entre l'Est et l'Ouest devient floue. Il est donc judicieux de réfléchir à ces concepts en adoptant un point de vue oriental. Le yoga, qui se pratique depuis des éons, représente l'une des premières. Les livres écrits qui ont consigné ce qui était à ce moment-là une tradition orale étaient les Yoga Sutras de Patanjali. Ainsi,
Le troisième des 4 petits livres qui composent les Yoga Sutras traite entièrement du développement des pouvoirs spéciaux, des siddhis, comme elles les appellent Ryan. Alors, la raison pour laquelle cela a attiré mon attention, c'est que dans le monde moderne et la science actuelle, nous peinons avec l'idée de l'existence même de ces phénomènes psychiques. Ainsi, je savais, d'après les traditions ésotériques, qu'il était admis que ces pouvoirs existaient. Je suis donc remonté aussi loin que possible jusqu'au premier récit écrit que j'ai pu trouver, où ces pouvoirs étaient non seulement décrits, mais où l'on décrivait également des méthodes pour les développer. Eh bien, c'est dans les Yoga Sutras. Donc, vous regardez le troisième livre et il passe en revue, en gros, une vingtaine de différents types de pouvoirs qui se développent à la suite de la pratique du yoga, par lesquels ils s'entendaient principalement non par la gymnastique que l'on associe au yoga aujourd'hui, mais la partie méditation qui en était le cœur. Voilà l'idée. Dans de nombreuses philosophies anciennes, il était supposé que la conscience est un élément fondamental. Vous apprenez à plonger profondément dans votre propre conscience. Et de ce point de vue, si vous pratiquez certains types d'exercices, vous désirez la télépathie, vous pouvez l'avoir. Vous voulez la précognition, vous pourriez l'avoir. Certains des phénomènes dont il parle, comme l'invisibilité et la superforce, etc., nous ne voyons généralement pas ce genre de choses. Mais il est également vrai que même ceux qui pratiquaient ces types de choses, qui atteignaient ces états profonds appelés samadhi, ne pouvaient pas non plus le faire. Donc, les super-pouvoirs auraient apparemment été réels, mais ils étaient extrêmement rares, même parmi ceux qui s'exerçaient assidûment toute leur vie. Ce qui était moins rare, c'est la présence d'un spectre d'environ 25 types différents de pouvoirs. Le tout premier de ces pouvoirs est la perception du passé, du présent et du futur. De nos jours, nous pourrions qualifier cela de combinaison de clairvoyance et de précognition. Presque tout individu possède un soupçon de cette faculté. Certains individus sont naturellement plus doués que d'autres, mais dans l'ensemble, c'est relativement répandu. Et intéressamment, c'est la première ville qui serait apparue à la suite d'une pratique assidue de la méditation. Et nous avons réalisé une enquête à un moment donné en demandant aux méditants qu'ils soient expérimentés ou novices, quelle sorte d'expérience avez-vous vécue à la suite de votre pratique de la méditation? Eh bien, perception du passé, du présent et du futur. L'une des manifestations de cela se trouve dans des choses comme les synchronicités. Alors nous demandons, constatez-vous davantage de synchronicité suite à votre pratique de la méditation? Oui, 75 des personnes qui commencent à méditer disent, oui, je remarque que cela arrive plus souvent, cela se produit davantage. Donc, cela nous indique, avec une étude en laboratoire prouvant que ces phénomènes sont réels, cela suggère fortement que ces effets existent pratiquement depuis aussi longtemps que l'humanité elle-même, et ils ne se limitent probablement pas qu'aux humains. C'est tout simplement une partie intégrante de la trame de la réalité interconnectée à travers l'espace et le temps, ce qui n'avait aucun sens avant la notion d'intrication quantique. Mais maintenant, nous savons que c'est une réalité. Donc, d'une certaine manière, nous pouvons l'expérimenter directement. C'est ce que la suggestion indique à ce stade. Et vous avez dit pas seulement humain. Je veux dire, si vous regardez simplement les animaux savent quand il y a un tremblement de terre. Les animaux savent quand il y a un ouragan qui approche. Ils n'ont pas de chaîne météo, mais pourtant, ils se disent, oh, quelque chose arrive, je me tire d'ici. Et vous pouvez littéralement le voir. C'est partout dans le règne animal. Ils peuvent voir des choses ou ressentir des choses avant nous. Même les chiens, même si juste votre chien seront capables de percevoir des choses. Pas seulement l'intrus, mais aussi percevoir des choses que souvent nous ne percevons tout simplement pas. Ouais. Mais il est également important de se rappeler que la plupart des animaux possèdent des sens bien plus développés et sensibles que les nôtres. Ainsi, face à un tsunami qui s'approche ou lors d'un séisme, ils pourraient percevoir ces phénomènes bien avant nous, en les entendant ou en les ressentant directement. Pas par des capacités psychiques, mais leur système sensoriel est bien supérieur. Mais des expériences ont également été menées, comme celle de Rupert Sheldrake, avec des chiens qui changeaient de comportement lorsque leurs propriétaires décidaient de rentrer à la maison. Eh bien, ils ne vont pas le sentir, car le propriétaire pourrait se trouver à 32 kilomètres de distance. D'accord, j'ai pris connaissance de ces études. C'est comme s'il mettait la vidéo et là, précisément au moment où le propriétaire quitte le bureau, il se dirige vers la porte parce qu'il sait que son maître est en chemin. Comment est-ce même possible? Eh bien, c'est la même question pour comment les humains savent faire ça. Donc, le mieux que nous puissions faire à ce stade, c'est de dire, eh bien, au moins, c'est compatible avec ce que nous savons du monde physique. Il y a des interconnexions. Donc, nous pouvons inventer des histoires à ce stade, et ce ne sont que des histoires, des théories.
Mes collègues et moi, partout dans le monde, examinons ces théories pour voir si nous pouvons trouver des moyens de les tester. Comme concevoir une idée de comment nous pensons que cela fonctionne, qui peut être testée puis réfutée, car il est possible de tester quelque chose et de constater qu'elle est réelle, mais cela ne nous apprend pas grand-chose. Il faut savoir si cette théorie ou une autre est correcte ou plus correcte. Eh bien, il doit y avoir un moyen de faire la distinction entre les deux. C'est la majeure partie de ce que nous faisons aujourd'hui. Nous menons des études qui sont impliquées dans le processus de ces types de phénomènes et nous ne sommes plus vraiment intéressés par leur existence. Car pour ceux d'entre nous qui ont étudié les preuves, il est très clair que les phénomènes existent. Vous abordez maintenant la méditation dans les pratiques yogiques. Et également, je veux dire, la méditation en général est devenue l'un des sujets les plus scrutés par la science actuellement, surtout au cours des 30 ou 40 dernières années. Il existe une multitude d'études portant sur les bienfaits et les avantages pour la santé qu'elle procure. Que se passe-t-il donc en méditation? Que pensez-vous ce qu'il se passe réellement à l'intérieur de la méditation? Car je pratique la méditation depuis... Cela fait maintenant 5 ou 6 ans que je pratique la méditation et je peux méditer entre 1 heure et 3 heures consécutives. Mon record personnel, si ma mémoire est bonne, est de 4 heures et demie. Il y a évidemment des bénéfices pour la santé, car mes analyses de sanguine le prouvent. Ma nutrition est du genre, tu médites, n'est-ce pas? Et moi, je suis là parce qu'il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Ces marqueurs devraient être aussi bas qu'ils le sont, et ainsi de suite. Mais il y a d'autres sensations ressenties en méditant. C'est presque une béatitude. Lorsque vous êtes en pleine méditation, commencez-vous par méditer vous-même et après, que pensez-vous qu'il se passe du point de vue scientifique pendant que nous méditons? Est-ce que cela pourrait commencer à déverrouiller certains aspects que vous avez explorés dans vos études? Je pratique la méditation, oui, mais pas de façon constante. Il y a des moments où je suis extrêmement discipliné pendant 1 an ou 2, puis je m'arrête pour un temps avant de reprendre à nouveau. Effectivement, la quand pourquoi cela se produit et je ne sais pas pourquoi je commence et je m'arrête, mais j'ai appris à méditer pour la première fois en 1970, car la MT était très répandue dans les universités. Peut-être l'est-elle encore. Mais en tout cas, c'est la première que j'ai apprise et donc je l'ai pratiquée et j'ai essayé de nombreux styles différents au fil des ans. Et maintenant, quand je me remets à la méditation, c'est généralement la vipassana. Cela me convient précisément le mieux. Alors, comment ça marche? Eh bien, il y a des théories sur ce qui se passe et certainement, physiologiquement, nous nous apaisons considérablement. Je trouve votre question vraiment intéressante. Pourquoi éprouve-t-on un sentiment de béatitude lorsqu'on atteint des niveaux très profonds de méditation? N'est-ce pas vrai? Car je m'en extrais. Je m'en extrais comme si je sortais d'une sorte de brume, une brume bienheureuse, ou tout simplement, alors que je marche, je suis encore en train de m'éveiller de cet état. C'est presque comme la confusion que l'on ressent au réveil ou lorsqu'on est réveillé en pleine nuit. Quand on sort d'une méditation profonde, il y a cette sensation. Le mot béatitude est le seul qui puisse expliquer ce que je ressens, car ce n'est pas juste de la joie. Je ne suis pas triste, mais je ne suis pas non plus joyeux. C'est autre chose, c'est la béatitude. Puis ce sentiment s'estompe après 5 ou 10 minutes de marche. En rentrant, mes filles viennent à moi, elles le sentent, elles savent que je viens de méditer sans que j'aie dit un mot, mais elles pouvaient même sentir qu'il y avait quelque chose de différent dans mon énergie, si vous voulez. Donc oui, la béatitude est ce que j'ai retenu de ma pratique, du moins. Oui, je ne sais pas pourquoi cela se produit. Je veux dire, c'est un phénomène qui est clairement présent dans la littérature, d'après ce que vous avez vécu personnellement. Il arrive que ces sortes d'états surviennent où vous accédez à un état qui semble aller au-delà des limites physiques du corps. Et pour des raisons que la perception, la façon dont nous interprétons l'état de conscience atteint est ceci. Dans mon cas, par exemple, c'était comme une infusion de lumière d'une teinte jaunâtre, comme une douce lumière jaunâtre surgissant, c'est très agréable. Cela représente bien cet état de béatitude. Je ne sais pas pourquoi cela se produit. Je ne suis pas sûr que quiconque le sache, pourquoi cela arrive, à moins que dans ces états très profonds de samadhi en général, vous ne soyez en contact avec quelque chose d'autre concernant la nature de la réalité, comme nous sommes intégrés dans une sorte d'océan de conscience ou tissu de la réalité. Mais notre conscience quotidienne, notre conscience de tous les jours, nous en éloigne considérablement. En réalité, elle est tellement éloignée que notre conscience éveillée normale n'y accorde absolument aucune attention. Nous sommes constamment accaparés par les tâches que nous devons accomplir ou par des activités courantes telles que parler et autres occupations similaires.
Cependant, dans ces autres états de conscience plus profonds, c'est presque comme si nous renouions avec l'essence même de notre véritable être. Et le mot vous est placé entre guillemets ici, car y a-t-il un moi là-dedans? Qu'est-ce que c'est? Est-ce simplement de la pure conscience? Quoi que soit cette pure conscience, lorsque nous décrivons plus tard ce que c'est, ou même pendant que vous méditez, cela semble très agréable, alors vous prenez, disons, vous mettez votre casquette de neuroscientifique et vous diriez, eh bien, se sentir agréable est associé à toutes sortes de choses. Ce sont des neurochimiques et il y a des parties du cerveau qui s'activent et tout ça. C'est comme si votre amygdale était très contente à ce moment-là. Peut-être est-ce ainsi que cela se manifeste dans le système nerveux, atteignant un état de quiescence où tout peut simplement se relâcher d'une manière qui n'est normalement pas accessible, même durant le sommeil paradoxal. Ainsi, c'est peut-être comparable à plonger dans un sommeil profond tout en conservant une pleine conscience. Dans ce sommeil profond, notre corps est comme en mode régénération. Si l'on parvient à entrer consciemment dans cet état, l'expérience pourrait s'avérer extatique. Cela ressemblerait à se connecter pour recharger ses batteries internes. Ouais, et je trouve toujours après un peu que après une bonne méditation, je suis rechargé. La batterie a été assez bien rechargée. En effet, ce n'est pas exactement comme dormir, mais parfois cela peut s'en approcher. Et c'est particulièrement vrai quand on commence à prêter attention aux paroles de certains yogis, ces maîtres yogiques qui affirment des choses telles que oh, je pratique la méditation juste 2 ou 3 heures et après cela, je n'ai pas besoin de sommeil pendant 3 ou 4 jours et je me porte à merveille. Ils sont manifestement à un niveau de pratique bien différent, être sur le chemin que toi ou moi. Mais je trouve ça tellement intéressant que ce soit quelque chose de si simple, la méditation. Je veux dire, tu t'assois tranquillement et tente de faire le vide dans ton esprit ou permets-lui de babiller, de s'apaiser afin d'arriver à un état où tu peux juste exister. Et je crois que tu as raison. C'est un peu comme atteindre le sommet d'une montagne. De l'océan, dans un état de conscience habituel, en pleine méditation, tu te trouves au fond de la fosse des Mariannes, tout en bas, là où résident ces poissons à l'apparence insolite. Et vous avez l'opportunité de vous rendre là, dans un lieu auquel vous ne pouvez normalement pas accéder, pas même dans vos rêves. Mais pourtant, cela vous apporte tant de bienfaits physiques, avantages mentaux, avantages psychologiques. Cela a tant de puissance. Et à présent, auparavant. Si vous appreniez la MT dans les années 70, vous savez, à cette époque, si vous méditiez, vous étiez un illuminé, complètement à côté de la plaque, un hippie parti. Mais maintenant, il y a des applis. Les PDG disent, ouais, je médite tous les jours, c'est devenu mon truc. C'est également incroyable de constater comment la conscience acquise par la méditation a devenu complètement grand public, complètement grand public. Oui, c'est une partie de ce dont je parle dans mon livre, Supernormal. C'est la normalisation de quelque chose qui était autrefois considéré comme surnaturel ou farfelu, comme vous l'avez dit. Je prends cela pour un bon signe. Cela fait partie du balancier qui oscille sans cesse entre ce que la société considère comme normal et ce qui ne l'est pas. Eh bien, le paranormal englobe un énorme mélange hétéroclite de choses étranges. Les phénomènes psychiques, malheureusement, sont souvent considérés comme faisant partie du paranormal. Ça ne devrait pas être le cas, car ils sont en réalité accessibles à l'analyse scientifique, et nous en savons beaucoup plus à leur sujet que sur des choses qui sont considérées comme paranormales, comme le Bigfoot peut-être. Mais cela tombe bien dans cette catégorie. Ainsi, je considère qu'il fait partie de mon travail et de celui de mes collègues de normaliser au moins un aspect du paranormal. Et aussi, comme je l'ai mentionné précédemment, si vous regardez assez loin dans l'histoire, tout était considéré comme paranormal, tout était perçu comme magique. Nous n'avions pas de bonnes idées sur rien. Eh bien, nous sommes en train de normaliser lentement et de mieux comprendre les aspects de la réalité, domaine où la science excelle précisément. Cela reste donc toujours intéressant. Peu importe l'époque à laquelle vous appartenez, l'homme a toujours cette pensée qu'il sait tout. Quand le soleil était un dieu, c'était un dieu. Quand la terre était plate, elle était plate. Et de toute évidence, les repères évoluent. Les chaînes avancent pour emprunter une métaphore footballistique. Oui, elles progressent. Les points de référence se transforment. Ainsi, ce qui semblait fou dans les années 70 est maintenant complètement acceptable et même fortement encouragé. Je garde en mémoire le moment où j'ai lu l'autobiographie d'un yogi
et le passage où Yogananda présentait la méditation et le yoga orientaux. Dans les années 20, imaginez-le déambuler en tenue de yogi alors que personne n'avait jamais vu cela. Même, la plupart des gens n'avaient même jamais aperçu un Indien auparavant et encore moins un maître du yoga. C'était le contexte de l'époque. C'était absolument hors norme. Je veux dire, il y avait des émeutes, des gens essayaient activement de le chasser des villes et tout, alors qu'aujourd'hui, les concepts dont il parlait sont complètement normalisés. Donc, des choses qui sont devenues monnaie courante de nos jours, tabous, excentriques ou de ce genre d'idées un peu hors normes. Certaines des choses dont vous parlez, dans un siècle, ils diront simplement que l'année 2022 était marquée par la barbarie. C'est en réalité toute l'histoire de notre civilisation, et particulièrement dans le domaine scientifique. Les scientifiques ont souvent une approche très conservatrice et sont naturellement sceptiques, une attitude que je partage également. Si l'on se penche sur l'histoire des lauréats du prix Nobel, pour ne prendre que cet exemple, on remarque que bon nombre d'entre eux ont eu une inspiration de génie, et il arrive que certains soient reconnus très vite pour leurs contributions significatives. Cependant, il existe de multiples exemples où des scientifiques ont été ouvertement ridiculisés pendant 20 à 30 ans, jusqu'à ce que finalement, un ensemble de preuves suffisant s'accumule pour dire ah, en effet, ils avaient raison depuis le début. D'accord, voici un prix. Voici un prix pour avoir insisté à nous pousser à penser différemment. Mais notre première réaction, c'est de dire que c'est de la folie, c'est vraiment une idée folle. Eh bien, Galilée est sans aucun doute un exemple très célèbre de Je veux dire, il y a toute une histoire de... des choses comme ça. Et c'est un peu comme scientifique. Il y a un concept appelé les œillères scientifiques dont vous parlez. C'est essentiellement de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas? Très conservateur. Nous tombons amoureux de nos idées et ensuite c'est vraiment difficile de changer. Car la science ne devrait pas être fluctuante. Elle ne devrait pas évoluer constamment. Elle devrait être du genre, eh bien, nous avons découvert que 1 plus 1 égale 2. Il ne peut jamais y avoir 1 plus 1 égale pomme. Ouais, enfin, c'est humain. Je veux dire, c'est vraiment une chose propre à l'humanité. Les sciences ainsi que le monde universitaire sont supposés avoir une totale liberté dans le choix de vos études. Mais c'est une fiction, ça n'a jamais été le cas. Chaque fois que des êtres humains se rassemblent afin de planifier une entreprise quelconque, il existe des tabous, des sujets qu'on ne discute pas ouvertement. Et il existe également des contraintes en termes de la manière courante dont l'argent est utilisé ou le genre de soutien apporté. Qu'allons-nous donc appuyer? Eh bien, si ce que vous suggérez a le potentiel de sérieusement perturber le statu quo, vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous vous rendrez compte très rapidement que vous êtes soit mis à l'écart, soit dans le monde universitaire, vous n'obtenez pas de titularisation, donc vous devez partir. Il y a beaucoup de pression pour maintenir le statu quo. Et lorsque le statu quo s'oppose à des choses qui ont un énorme intérêt économique, comme en médecine, comme dans l'énergie, etc., vous devez vraiment marcher sur des œufs. Donc, spécifiquement dans le domaine des phénomènes psychiques. À ce stade, en tout cas, nous ne bousculons pas trop le statu quo, car la plupart des gens vivent ces expériences, qu'ils veuillent l'admettre ou non. Et nous pouvons voir à travers nos divertissements que les gens apprécient cela. Donc, ça ne bouscule pas trop. Mais si nous arrivons à un point où, par exemple, l'un des projets sur lesquels nous travaillons concerne la génétique de la capacité psychique, et nous pensons, d'après une petite étude que nous avons réalisée, et aussi en raison de une énorme quantité de folklore à travers les cultures, que certaines personnes ont du talent et que ce talent se transmet en famille. Tout comme les autres talents connus pour être héréditaires, celui-ci possède également une composante génétique. Si nous continuons à réaliser ces études et que nous découvrons qu'il existe génétique ou épigénétique, raison du talent, cela signifiera que nous serons capables d'identifier les individus talentueux par l'analyse de leur ADN, ce que certains individus considèrent comme formidable, tandis que d'autres y sont complètement affolés. Nous pouvons probablement aussi trouver des moyens d'améliorer cette capacité. Prenez une personne, disons, normale et transformez-la en super psychique grâce à une modification génétique. Et il est également possible de faire l'inverse, c'est-à-dire que vous pouvez désactiver ces capacités auxquelles vous pensez actuellement. Où cela conduirait-il la société à un point tel que le statu quo s'écrirait « Oh non, cela vous est interdit ». Imaginez que nous créions une pilule. Vous la prenez et vous devenez incroyablement doué en télépathie. Eh bien, la toute première chose qui va se passer, c'est qu'il n'y aura plus de secret.
Vous ne pouvez pas avoir de gouvernement, vous ne pouvez pas avoir d'affaires, vous ne pouvez pas avoir de relations internationales s'il n'y a plus de secret. Alors, cela pousserait fortement à l'encontre le fonctionnement de la civilisation actuelle sur cette planète et il y aurait une répression très forte de toute connaissance de ce type. Si demain nous devions révéler quelque chose, il serait probablement classé comme tellement secret que nous ne pourrions même jamais en discuter. Je veux dire, ça ferait un épisode des X-Files. Qui sait, peut-être en parlerait-il. Oui, vous pouvez parler de simples histoires, mais pas de faits réels. Le concept sous-jacent à l'effet placebo. Dans la profession médicale, on n'aime même pas évoquer l'existence de l'effet placebo. Je l'ai lu, une interview où un médecin déclare qu'en gros, cet effet placebo vient fausser les résultats de ses études. Eh bien, il y a manifestement quelque chose là, donc même si cela a pris des années pour comprendre que l'esprit a une sorte d'effet sur votre guérison. Ce que vous pensez et ce que vous croyez est extrêmement puissant dans le processus de guérison. Cela a été scientifiquement prouvé, mais personne n'aime en parler car il n'y a pas d'argent à gagner à vous faire croire que vous pouvez vous sentir mieux par la pensée. C'est exact. Oui, c'est vraiment malheureux. Les médicaments sont en réalité. Vous devez réaliser un essai contrôlé par placebo. Ainsi, vous pouvez démontrer que, oui, vous pouvez obtenir 5 de plus que le placebo avec ce médicament spécifique, ce qui, dans certains cas, est très précieux. Exactement. Je veux dire, surtout dans des domaines comme le contrôle de la douleur et ainsi de suite. Parfois, vous pourriez lutter intérieurement pour prévenir la douleur et vous n'y arrivez tout simplement pas. Bien sûr, dans ce cas, oui. Ainsi, les médicaments sont plutôt efficaces. Trouverons-nous un moyen de le faire uniquement par la force de l'esprit à l'avenir? Je crois que cela est possible. Lorsque nous aurons une meilleure compréhension de la conscience, de son lien avec le corps et de tout ce qui est associé à cela, comme un moteur, nous produisons incroyablement bien toutes les substances chimiques nécessaires. Vous souhaitez créer un opioïde qui soit endogène, nous pourrions effectivement le faire. Vous le pouvez. Pouvoir l'activer et le désactiver, voilà la question. Exactement. Et aussi, si l'on aspirait à éprouver un sentiment d'extase de manière continue, finirait-on par avoir simplement un groupe d'individus perpétuellement défoncés, cherchant sans arrêt à provoquer cette sensation en eux? Oui, certaines personnes pourraient devenir accros à cela, comme elles le deviennent pour d'autres choses. À n'importe quelle drogue, C'est vraiment fascinant, votre présentation concernant le rôle de la génétique dans les capacités psychiques ou les aptitudes dites psy, parce que si vous vous plongez dans la littérature, vous découvrirez la grand-mère qui est médium ou voyante et ce don se transmet ensuite à la petite fille. Puis, elle réalise qu'elle possède également certaines capacités, que vous y croyez ou non. Cela n'a pas d'importance, mais je n'avais jamais envisagé les capacités psychiques comme héréditaires des capacités, ce qui est vraiment un concept intéressant que vous étudiez. Cela. Donc, vous prenez des personnes qui sont psychiques ou qui possèdent une sorte de pouvoir psychique que vous pouvez tester et ensuite analyser leur patrimoine génétique afin de déterminer quel est le dénominateur commun. Cela résume essentiellement votre expérience. oui, on appelle ça une étude cas témoin. Vous trouvez des cas qui présentent les caractéristiques qui vous intéressent. Vous trouvez des témoins qui ne les ont pas, vous analysez leur génome entier, et il y a beaucoup de méthodes bioinformatiques pour analyser les différences entre les deux. Nous savons trouver quelque chose. Le monde d'aujourd'hui, les instruments que nous avons pour comprendre la génétique sont véritablement de très grande qualité et ils ne cessent de se perfectionner quasiment au quotidien. Pour ne vous donner qu'un seul exemple, nous savons qu'aujourd'hui, il y a une distinction fondamentale entre les divers types d'intelligence qui reposent sur une base génétique. On peut identifier principalement deux types. L'un est connu sous le nom d'intelligence cristallisée, tandis que l'autre est appelé intelligence fluide. Pour les visualiser, l'intelligence cristallisée excelle dans les domaines analytiques comme les mathématiques et les sciences. En revanche, l'intelligence fluide se manifeste par une grande créativité et une aptitude à penser de manière innovante. Alors, il y a des constellations composées de centaines de gènes qui permettent de distinguer entre ces deux variétés d'intelligence. Nous ne discutons pas de l'existence d'un unique gène responsable de cela. Nous abordons plutôt l'interaction complexe de multiples gènes. Ainsi, au cours de notre recherche sur les phénomènes psychiques, nous avons identifié une seule variante génétique au sein de la séquence intronique. Alors,
Si vous séquencez l'ensemble du génome, cela représente plus d'1 milliard de gènes différents et d'interactions. La séquence des introns, c'est en grande partie ce qu'est le génome. Elle représente environ 95 du génome et elle était autrefois appelée ADN poubelle parce que personne ne savait à quoi elle servait. Donc, les deux parties sont l'exome et l'intron. L'exome est la partie de l'ADN qui crée des protéines, qui nous constituent. Nous sommes faits de protéines. Eh bien, que fait l'autre 95 L'autre 95 est essentiellement un interrupteur épigénétique. Il indique aux gènes comment s'exprimer. Alors, si vous avez à peu près, je ne me souviens plus exactement, de 20 à 30 000 gènes qui créent des protéines, et ils peuvent faire toutes sortes de choses intéressantes, mais ils doivent recevoir des instructions. Eh bien, c'est ce que fait la séquence d'introns. Cette partie épigénétique, c'est là que nous avons trouvé une différence. Je soupçonne fortement que ce n'est pas uniquement la séquence des introns et ce n'est pas seulement un effet épigénétique. Il semble qu'il y ait également de véritables combinaisons de gènes qui jouent un rôle important, s'avèrent cruciaux quant à ce que la grand-mère transmette à sa petite fille. Est-ce ce qui fait de cette dernière une médium? Eh bien, il existe des méthodes qui examinent les combinaisons de centaines de milliers de gènes en même temps pour voir ce qui interagit avec quoi. Donc, ces méthodes sont disponibles. C'est assez coûteux encore pour faire cela. Donc, comme pour tout le reste, il suffit d'avoir de l'argent. Certaines personnes armées de machines sophistiquées et connaissant leurs capacités pourraient résoudre cela. De façon intéressante, je dirais que peut-être que 75 des gens à qui je parle de ce projet pensent que c'est vraiment fabuleux, qu'on pourrait découvrir toutes sortes de choses intéressantes. Et puis, il y a environ 25 qui sont juste complètement paniqués à cette idée parce qu'ils deviennent extrêmement paranoïaques. Comment leurs informations personnelles sont utilisées, qu'ils n'apprécient guère l'idée que quelqu'un puisse obtenir leur ADN à partir de quelque chose et ainsi découvrir absolument tout sur vous. Bien sûr, ce n'est pas tout, mais c'est déjà bien. Nous en apprenons de plus en plus sur la manière dont les gens sont en fonction de leur structure physiologique et de leur structure génétique. Ainsi, certaines des meilleures tests de personnalité. Environ la moitié de ce test de personnalité est conçu pour évaluer ce que l'on pourrait appeler votre état biologique. De quoi êtes-vous constitué? Quelles sont vos inclinations naturelles? Car cela influence grandement votre personnalité. Ainsi donc, un test de personnalité qui vous interroge avec des questions du type « Que préférez-vous » Les modes de pensée ont leur importance, certes, mais vous obtiendrez bien plus d'informations en examinant la structure physiologique fondamentale d'un individu. C'est un facteur clé qui détermine ce que la personne deviendra. C'est précisément pour cette raison que la génétique suscite de la peur chez les gens, parce qu'elle révèle bien plus sur notre essence même. Vous commencez à réaliser qu'il y a une séquence dédiée à la créativité et une autre qui est davantage analytique. En d'autres termes, les divers états de conscience, vous parliez de flux, je crois. Le terme exact que vous employez m'échappe. Intelligence fluide. Excusez-moi? Oui, l'intelligence fluide. L'intelligence fluide, donc, serait davantage celle d'un individu créatif, tel qu'un artiste, un musicien, un cinéaste, un écrivain ou une autre sorte d'artiste. L'autre type d'intelligence serait quant à lui bien plus analytique et académique. Cristal d'intelligence. Nul ne peut imaginer le cristal. D'accord, c'est tout à fait ça. Donc, pour résumer simplement, l'un est comptable et l'autre est musicien. Voilà pourquoi. Pour moi, quand je regarde la comptabilité, ça me donne mal à la tête parce que ce n'est tout simplement pas dans ma nature. Mais je peux m'atteler à des choses dans le domaine créatif, dans les sphères plus ésotériques de la vie, comme le marketing, les concepts et ce genre de choses qui relèvent davantage du côté créatif. Et c'est dans cet univers que je m'épanouis. Ça m'a pris beaucoup de temps pour le comprendre. Mais à l'école, si souvent ils te forcent à entrer dans l'autre sens et tu ne parviens pas à te retrouver. Cependant, il est intéressant de constater que nous pouvons maintenant identifier une séquence génétique spécifique qui peut suggérer, oh, cette personne, bien que je ne puisse pas affirmer avec certitude qu'elle deviendra musicienne ou écrivain, possède indubitablement des inclinations qui la prédisposent vers des activités créatives. Le meilleur test pour les élèves qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire est de voir s'ils découvrent leurs aspirations en grandissant. C'est un inventaire professionnel qui associe leurs caractéristiques de personnalité à des personnes qui sont épanouies dans ces emplois. Alors, vous commencez à faire un certain type de travail parce que vous y avez été un peu poussé, et puis vous commencez et vous dites « ça craint ».
Eh bien, c'est parce que cela ne correspond pas à qui vous êtes. Alors, qu'est-ce qui correspond? Eh bien, vous prenez cet inventaire et vous découvrez que, oh, les personnes qui ont votre personnalité sont vraiment heureuses dans ce type d'emploi. Et ce que vous espérez, c'est que votre personnalité soit la mieux adaptée pour le travail manuel. Vous devriez creuser des tranchées. Eh bien, peut-être que les gens ne veulent pas entendre ça. Mais d'un autre côté, quelqu'un qui aime ça, comme le travail physique intense en extérieur, ça leur fait du bien. D'accord, oui, ça se tient. Alors, lorsque j'ai passé ce test en école supérieure parce que je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, il en est ressorti 3 orientations professionnelles. La première était policier, une idée à laquelle je n'avais jamais pensé auparavant. Et là, je me demande, pourquoi diable correspondrais-je à un policier heureux? Eh bien, je m'intéresse à la justice sociale et à des choses de cette nature. Et en fait, l'ordre social, c'est quelque chose d'important pour moi. Le deuxième était prêtre. Je ne suis pas du tout une personne religieuse. Et je me suis dit, bon, pourquoi cela correspond-il? Eh bien, d'accord, je me préoccupe de choses comme la compassion et l'empathie. Donc, je peux comprendre que cela puisse correspondre. Le troisième, c'était sociologue. Et là, je me suis dit, ah, d'accord, ça a du sens parce que j'aime assez le côté scientifique. J'aime étudier comment les gens sont, les interactions entre les personnes et tout ça. Et ça intègre aussi des éléments des 2 autres domaines. C'est donc à cette période précise, après avoir obtenu mon master, que j'ai décidé de me diriger vers un doctorat en psychologie. Et il s'avère que effectivement, cela me plaît beaucoup. Je peux comprendre comment cet inventaire, ainsi que la personnalité que je possède, s'aligne avec quelqu'un qui serait épanoui dans cette profession. Donc, ces tests sont plutôt précis. Être scientifique signifie, c'est presque comme être prêtre, mais avec simplement des textes différents que l'on étudie sans cesse. Oui, pour la plupart. Et même du côté de la police, une partie du travail de policier consiste à être sceptique, n'est-ce pas? Je veux dire, un policier doit apprendre assez vite à être très sceptique envers tout le monde parce qu'il est toujours en observation. C'est vrai dans la science aussi. On n'est jamais tout à fait sûr de bien faire les choses et on est obligé d'évaluer et de juger presque, surtout quand on est arbitre pour des articles. C'est qu'on cherche, c'est ce qui ne va pas avec ça. Bon, moi, c'est généralement ainsi que les choses se passent. Il y a quelque chose qui ne va pas, et ensuite il faut comprendre pourquoi. Je ne suis pas sûr que les policiers fassent manquer cela, mais je parie qu'il y a un élément qui dit, eh bien, cette personne a l'air suspecte. Pourquoi ont-ils l'air suspects? Eh bien, ils apprennent à repérer certaines choses. Moi aussi, j'ai appris à repérer des signes. Maintenant, où les gens peuvent-ils en savoir plus sur votre travail et acheter certains de vos livres? Ils ont la possibilité de visiter deanreden.com, qui est mon propre site Internet, ou bien noetic.org, qui représente le site web de l'Institut où j'exerce mon activité professionnelle. Nous possédons une équipe de scientifiques qui symbolise notre collaboration sur une multitude de projets diversifiés. Nous avons constitué une équipe expérientielle dédiée à la transformation de nos connaissances acquises en divers programmes, ateliers et matériaux pédagogiques, afin de permettre aux individus de s'informer et de s'éduquer sans avoir à pratiquer la science de manière directe. Dean, merci beaucoup d'être venu dans l'émission. C'était une conversation captivante avec toi, comme je le savais que ce serait le cas. Donc, je te remercie de ta présence et du travail que tu accomplis. Et j'espère que les sujets dont tu parles aujourd'hui deviendront la norme. Espérons-le pas dans 100 ans, peut-être un peu plus tôt. Mais je te suis reconnaissant, mon ami. Je vous remercie. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage. Et n'oubliez pas de vous abonner.